Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des Toulousaines audacieuses, le podcast qui met à l'honneur les femmes qui entreprennent dans la région toulousaine. Dans ce podcast, j'ai souhaité interviewer des entrepreneurs de toutes activités confondues afin de montrer à chaque femme qu'il est possible d'entreprendre dans des domaines très différents. Pour ce 4e épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Jessica, 34 ans, qui est avocate au barreau de Toulouse. Elle est docteure en droit et a consacré plusieurs années à l'étude du droit commercial lors de ses travaux de thèse. Aujourd'hui, elle apporte son expertise dans ce domaine pour accompagner ses clients, notamment dans les débuts de leur activité, ainsi que tout au long de la vie de leur entreprise, tant dans le conseil que dans le contentieux. Jessica fait partie du réseau des Toulousaines audacieuses et j'ai souhaité en savoir plus sur son activité qui est différente des autres activités, notamment sur le fait qu'elle ne peut pas utiliser le marketing pour promouvoir ses offres et trouver des clients. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Jessica. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de ce podcast. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ton activité ? Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Jessica Grisier et je suis avocat. Depuis combien de temps tu exerces ton métier d'avocate ? Alors, je exerce mon métier d'avocat depuis 1 an. Et quelles sont les différentes tâches que tu exerces pour cette activité ? Alors, les tâches se divisent en 3 catégories principales. On plaide, bien sûr. En tout cas, on va aux audiences. Ensuite, on rédige les actes de procédure pour le client, pour défendre les intérêts du client. Donc ces actes de procédure sont les conclusions, les assignations, les requêtes, voilà, en gros. Et ensuite, je reçois les clients pour les rendez-vous, pour savoir dans quelle mesure je peux les aider, quels sont leurs problèmes. D'accord. Et est-ce que tu as des domaines quand même prédéfinis Alors oui, je travaille beaucoup plus avec les entreprises, avec les PME, les TPE ou les groupes d'entreprises pour essayer de répondre à leurs problématiques liées à leur activité commerciale ou artisanale. Donc je suis plus orientée droit commercial, droit des affaires en général ou éventuellement le contrat de travail. Est-ce que tu peux nous parler de ta journée ou de ta semaine type ? Alors c'est très difficile de répondre à cette question. Rien n'est tout à fait identique dans ce métier et même parfois le matin j'arrive, j'ai prévu de faire certaines choses et il y a tout qui est complètement bouleversé par un appel téléphonique ou par un mail de la juridiction. Mais en gros, j'ai des journées qui peuvent être longues, mais je gère en fait mon emploi du temps selon les aléas des dossiers. Et je traite beaucoup au cabinet les dossiers pour les traiter, pour lire les pièces des clients, rédiger les actes de procédure, ensuite les envoyer à la juridiction. Et ensuite, parfois, j'ai des journées où je suis quasiment jamais au cabinet parce que je suis toute la journée en juridiction. Donc je vais aux audiences, alors soit je plaide, soit je fais des actes de procédure au tribunal. Donc voilà, la journée type serait, la journée idéale serait que je reste au cabinet traiter les dossiers pour avancer, voilà. Et quel a été ton parcours pour en arriver là ? Alors j'ai un parcours atypique, même s'il reste assez linéaire, mais atypique, dans le sens où j'ai d'abord fait une thèse en droit, donc je suis docteur en droit. C'est pour ça que je suis un peu plus orientée droit commercial, puisque ma thèse portait sur le droit commercial appliqué au droit de l'urbanisme. Donc comment en fait les décisions d'urbanisme impactent l'activité commerciale. Alors dit comme ça paraît très général, mais en réalité c'était un sujet extrêmement pointu sur la préemption commerciale. Donc lorsque la mairie achète un commerce pour maintenir le commerce de proximité. Donc j'ai une spécialité sur vraiment le fonds artisanal, le fonds commercial, voilà. Et donc j'ai fait d'abord les études de droit classique jusqu'au Master 2, un Master 2 en contrat et responsabilité des professionnels. Donc là je me suis spécialisée sur l'aspect contractuel et les relations notamment avec les prestataires et tout l'aspect loyauté du contrat, inexécution contractuelle et responsabilité des professionnels. Donc l'expert comptable qui va donner un conseil et puis l'application de ce conseil emporte un préjudice, voilà par exemple. Ensuite, j'ai tenté le concours du barreau une première fois, et je l'ai raté, je dois l'avouer. Mais ça m'a donné l'idée de faire une thèse. Parce que à ce moment-là de ma vie, j'avais d'autres aspirations de recherche universitaire. Donc j'ai passé 6 ans de ma vie à faire de la recherche universitaire pour mon sujet de thèse et pour mon directeur de thèse. J'ai participé à des colloques, j'ai publié des articles, et j'ai donné des cours. Donc j'ai enseigné pendant 6 ans.
Et en parallèle de ça, étant donné qu'à la fac de droit, on n'est pas financé pour notre thèse, contrairement dans les sciences dures, on a un financement, en droit, on n'a aucun financement. Ah, d'accord. J'ai donc travaillé dans un cabinet en tant que salarié. Donc j'ai fait 6 ans de salariat cabinet d'avocat en tant que juriste, puisque j'avais un master 2, et j'ai fait en parallèle 6 ans d'enseignement. Donc j'avais 3 travails. J'avais mon travail en cabinet à mi-temps, j'avais ma thèse à rédiger, et j'avais bien sûr les TD, les travaux dirigés à faire, donc c'est-à-dire enseigner, corriger les copies, faire les examens, etc. Ouais, donc voilà. Tu étais bien occupée. J'étais bien occupée, effectivement. Et une fois que j'ai eu ma thèse et que j'ai passé mon doctorat et qu'on m'a attribué le titre de docteur, je suis rentrée à l'école d'avocat. Donc là, j'ai fait 2 ans d'école d'avocat, 1 année entière de théorie, et ensuite 12 mois qui sont divisés en 2 x 6, 6 mois en stage en entreprise. Et là, j'ai vraiment pu découvrir la vie de l'entreprise à l'intérieur même du fonctionnement, donc c'était vraiment passionnant. Et ensuite 6 mois dans un cabinet d'avocats où j'ai eu vraiment le plaisir d'être avec le bâtonnier Cotin, qui est un des avocats, pas les plus connus, il y en a d'autres peu connus au barreau de Toulouse, mais en tout cas un avocat vraiment installé depuis très longtemps, donc avec toute l'expérience et la bienveillance qu'il a pu avoir à mon égard pendant ces 6 mois. Voilà. Super. Et alors, est-ce que c'est une passion, le métier que tu exerces aujourd'hui ? Comment tu as choisi cette activité finalement après ton bac, puisque tu t'es orientée très tôt dans le droit ? Complètement. Alors oui, c'est une passion. Et comment la passion est née ? Alors absolument pas lors de la première année, enfin pendant la première année de droit, mais pas au moment du bac. Malheureusement, moi c'est un aspect que je déplore en France, c'est que le droit n'est jamais enseigné dans les années précédentes. Donc d'abord, ça empêche des vocations. Et ensuite, le droit qui structure absolument toute la société et le quotidien de chaque personne n'est pas du tout compris par les personnes, par les gens, par les citoyens. Le droit, c'est vraiment l'organisation de la citoyenneté de chacun. Et cet aspect-là de la vie de tout le monde n'est pas enseigné au préalable. Et ça, c'est vraiment quelque chose de dommage. Alors, comment je suis arrivée en droit ? Parce que j'avais mal aux pieds. Oui. Non, mais c'est vrai. J'ai hâte d'en savoir plus. Oui, c'est vrai. C'est la vérité. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours été, et d'ailleurs mon sujet de philo était porté sur le droit, pour dire, j'ai toujours eu le sens de la justice. Et j'ai toujours adoré argumenter. Mais vraiment toujours. Et ça a posé beaucoup de problèmes à mes parents, d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et lorsque j'étais en première, une de mes professeurs, ma professeure de français, me dit « Et pourquoi tu n'envisages pas les sciences politiques ?» J'ai dit « Ah oui, quelle très très bonne idée, je vais passer le concours de Sciences Po. » Et donc après mon bac, enfin l'année du bac, j'ai passé le concours de Sciences Po. Et pour des raisons j'ai eu un énorme problème de santé, ce qui fait que je l'ai passé, mais j'étais vraiment pas en forme. Donc je ne l'ai pas eu. Et Sciences Po se trouve à Toulouse, en face de la faculté de droit. Et lorsque je me suis inscrite au concours de sciences politiques, étant donné que c'est un concours et que c'est soumis à l'aléa du concours, il y avait l'obligation bien sûr d'avoir une inscription en université. Et à l'époque, je voulais m'inscrire en sociologie, puisque j'avais fait un bac économique et social, je voulais faire de la sociologie, ça me plaisait énormément, il y avait le côté argumentaire, social, voilà, ça touchait à la société, ça me plaisait, et donc on devait aller au Mirail. Et ce jour-là, j'avais acheté de nouvelles chaussures, j'avais des ampoules énormes aux pieds. Et j'ai donc dit à mes parents, vraiment, non, on va pas aller au Mirail, j'ai pas le courage, on va aller en face. Et je vais m'inscrire en droit. C'est énorme. C'est la vérité. C'est la vérité. Et cette histoire. Anecdote, je l'ai toujours racontée à mes étudiants et je m'en cache pas parce que comment on arrive en droit ? On connaît pas le droit, à moins d'avoir des parents dans le milieu, mais moi c'est pas mon cas. Donc je l'ai toujours raconté à mes étudiants pour leur dire voilà, on peut arriver là parce qu'on a vu de la lumière, ce qui était mon cas, tout à fait. Et trouver ça passionnant et s'investir à 100% et avoir un vrai intérêt dans le droit et découvrir une capacité qu'on n'imaginait même pas, quoi. Ouais. Mais je crois beaucoup au destin, moi, donc c'est encore un bel exemple. Voilà. Et alors, tu as une activité où il n'est pas commun de démarcher des clients, et je crois même qu'il est interdit de faire toute forme de pub. Donc comment tu fais pour trouver des clients, pour que les clients te contactent ? Oui, c'est vrai que c'est un aspect qui peut paraître difficile du métier, mais qui est tout à fait justifié. Lorsqu'on prête serment, on prête serment sur la base de plusieurs principes, et notamment le principe de délicatesse. Et le principe de délicatesse, même si des gens, lorsque je leur en parle, disent « Oh, c'est mignon !» Alors, c'est pas simplement mignon pour un avocat, c'est vraiment, normalement, un des principes les plus importants avec le principe d'humanité. Parce qu'on a l'obligation d'être délicat en toutes circonstances, et notamment être délicat pour
amener le client à soi. Et la publicité a un côté extrêmement c'est violent presque, enfin c'est incitatif, agressif, voilà. C'est agressif, oui. voilà. Tout à fait. La publicité c'est agressif, c'est incitatif. Donc des panneaux publicitaires énormes où on voit un avocat qui vous pointe du doigt comme aux États-Unis avec un slogan et puis des spots publicitaires avec l'avocat, ça c'est ce qu'on peut voir dans Better Call Saul qui est la série télé. Mais ça n'existe et ça n'existera jamais en France parce que on prête serment sur le principe de la délicatesse. Alors comment trouver des clients ? C'est très difficile. C'est très difficile pour plusieurs raisons. D'abord parce que le barreau toulousain est un barreau avec beaucoup d'avocats. On est quasiment presque 2000 avocats aujourd'hui. Sur une population qui n'a pas une expansion importante et un bassin économique qui reste très orienté Airbus. Voilà. Donc tous les gros groupes comme Airbus ou toutes les filiales d'Airbus qui restent des PME par contre, tous ces groupes-là ont déjà leur service juridique ou ont déjà leurs avocats qui sont des avocats déjà installés depuis longtemps. Donc rentrer dans le métier avec en plus orientation droit des affaires comme c'est difficile. Donc comment avoir un client ? Il faut rencontrer les gens, parler de ce qu'on fait, être pédagogique et ne surtout pas, moi c'est ma philosophie, je ne vais pas distribuer ma carte pour la distribuer. Il faut me la demander parce que ça ne sert à rien d'inciter de façon agressive la personne. Si un jour elle a besoin de moi, peut-être qu'elle se souviendra de moi, voilà. Mais il faut rencontrer des gens, tout simplement. D'accord. Et puis après, le bouche à oreille aussi fait son travail. C'est ça. Et alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui te différencie des autres avocats ou est-ce que vous exercez tous la profession de la même façon ? Alors, oui et non. On exerce la profession tous de la même façon parce qu'effectivement, on a prêté serment tous de la même façon. Nous portons une robe totalement identique. Donc on est un corps unitaire. Ce qu'on fait n'a rien d'original. Lorsque je vais soulever un article de loi, c'est le même pour tout le monde. Bien sûr. Et la loi est applicable de façon totale, enfin je l'espère, totalement identique vis-à-vis de tout le monde, qu'on soit riche ou pauvre. Pour autant, un avocat a un style. Tous les avocats ont leur style. Notamment au moment des plaidoiries, il y a vraiment une différence assez nette entre chaque avocat lorsqu'il prend la parole devant le juge et qu'il essaye de porter l'intérêt du client à l'oral. L'oralité est vraiment l'aspect le plus distinctif de l'avocat. Sur l'écriture, sur le fait de rédiger un acte, ça ne sera pas forcément différent. Voilà. Mais il y a un style dans l'écriture, etc. Moi, ce qui va me différencier, et je crois que depuis le début on s'en rend compte, c'est que je suis quelqu'un, alors certes d'enthousiaste, mais surtout, je pense que je ne suis pas conformiste. Voilà, j'ai un petit grain de folie. Et je pense que ça a pour conséquence d'avoir une vision du dossier, du client, et même de la juridiction, qui va éviter peut-être de rentrer dans le moule en petit mouton. Voilà, moi je ne vais pas être l'avocat conformiste qui va rentrer vraiment dans les cadres. Je vais peut-être au contraire essayer de voir s'il n'y a pas autre chose qui peut se faire différemment, alors de façon parfois inattendue, mais différente. Voilà. Okay. C'est ce qui va me différencier. Bah, c'est super intéressant parce que j'ai jamais eu affaire moi personnellement à un avocat, mais du coup ça me conforte dans l'idée que c'est bien de rencontrer les gens aussi avant de quel métier qu'ils soient pour voir les affinités qu'on a avec la personne et la façon de faire. Donc super, merci pour ces infos. Alors qu'est-ce qui te plaît le plus et qu'est-ce qui te plaît le moins dans ton activité ? Alors ce qui me plaît le plus c'est les gens. J'ai fait ce métier pour ne pas avoir toujours les mêmes collègues à la machine à café. J'ai adoré travailler en entreprise pendant 6 mois, ça a été une expérience des plus riches dans ma vie, après la thèse, bien sûr. Mais j'ai eu ce sentiment d'enfermement. Voilà, parce que je voyais toujours les mêmes personnes, mon bureau était tous les jours le même, je faisais tout le temps la même chose. Ah oui, là vous donnez ma journée type, c'était totalement possible. Et moi j'ai vraiment besoin que ça bouge, que de voir des gens et tout. Et donc j'adore les gens, je suis surtout heureuse d'avoir des histoires différentes, de rencontrer des gens différents, de faire des rencontres. Dans ce métier on fait des rencontres. Voilà, c'est ça qui me plaît.
Super. Le plus. Ah, et ce qui me plaît le moins. Et ce qui me plaît le moins, effectivement, c'est l'aspect non écologiste du métier. J'utilise énormément de papier. Aujourd'hui, on a une procédure dite dématérialisée avec les juridictions. C'est ce qu'on appelle le RPVA. Donc, on envoie les dossiers aux juges par voie dématérialisée. Mais on est vraiment des dinosaures dans notre métier. On imprime le document, qu'on scanne. Et ensuite on l'envoie. Et de toute façon, on le garde en papier. Ce qui est important, je ne dis pas... Enfin, j'ai besoin, moi-même, je travaille que sur le papier, je travaille que sur l'ordinateur et l'écran, c'est très difficile. Mais on imprime beaucoup trop. On imprime, on relit, il manque un truc, on corrige, on n'a pas vu à l'écran une faute, on n'a pas le droit, enfin, on a un métier d'exigence, donc on ne peut pas envoyer une assignation avec des fautes ou avec des coquilles. Donc ça c'est déterminant, ça peut être vraiment une conséquence grave. Donc on imprime, on relit, on corrige, on réimprime, on relit. Enfin bon, on génère un nombre de papiers. Alors générer du papier, pourquoi pas, mais trouver des solutions de recyclage, ça serait tellement bien dans notre métier. En effet. Et alors, est-ce que tu as des projets dans le cadre de ton activité ? Comment tu envisages ton avenir d'avocate ? Alors oui, j'ai beaucoup de projets. Ils sont mis un peu en suspens parce que ma première année d'exercice, c'est la première année, donc elle est difficile. Je sors parfois un peu les rames. Et surtout de prospecter, de trouver des clients. Donc j'ai des projets d'association. Avec mon directeur de thèse, ça fait plusieurs années qu'on envisage de créer une association sur le bail commercial, puisque c'est mon autre spécialité, qui regrouperait tous les intervenants du bail commercial, donc l'expert, l'avocat, les universitaires, et on organiserait un colloque dans l'année qui serait un colloque national. Et tout le long de l'année, on ferait des veilles juridiques où on enverrait à notre répertoire d'adhérents toute la veille juridique, donc c'est-à-dire toutes les jurisprudences nouvelles et le commentaire de la jurisprudence au fur et à mesure de son arrivée, donc tous les mois, faire une newsletter ou tous les 2 mois. Et donc c'est un projet qu'on a depuis vraiment très longtemps et que j'ai mis entre parenthèses pour finir ma thèse, et puis là j'ai dit à mon directeur de thèse non, je le mets entre parenthèses pour mon activité, et je pense qu'il commence à trouver le temps long. Donc ça c'est un des plus gros projets que j'ai, et j'envisage de reprendre le professorat parce que ça me manque au bout d'un an, ça fait 3 ans que j'ai arrêté, et là 1 an d'exercice, donc l'an prochain j'aimerais enseigner dans un master 2, parce que j'ai adoré les avocats qui étaient venus nous voir, qui nous avaient parlé de leur travail, pas que du travail, mais de la technique derrière le travail, pour monter un contrat, négocier un contrat. On avait eu un cours de négociation internationale de contrat, où ils expliquaient comment se comporter avec un japonais, comment se comporter avec un américain, quelle était la différence entre un américain et un anglais dans la négociation contractuelle. Ça avait été passionnant, donc ça ne serait pas ce genre de cours que je ferais, puisque j'en ai pas l'expertise, mais voilà mes projets pour fin 2019. Voilà. Super, de très beaux projets. Merci. Et avec du recul, est-ce qu'il y a des choses que tu referais différemment sur ton parcours, sur ta façon d'en arriver là ? Je ne sais pas. Si j'avais fait les choses différemment, est-ce que je serais la personne que je suis aujourd'hui ? Sûrement non. Donc non, je ne ferais pas différemment. J'ai pas de choses différentes à voir. Non, je suis assez fière de mon parcours. D'abord parce que c'est un parcours purement universitaire et j'ai un amour vraiment profond pour l'enseignement universitaire qui a ses défauts, mais qui est une chance en France, une véritable chance. Voilà. Et j'en suis très fière. Donc non, je changerai pas grand-chose. Et est-ce que tu trouves que ton travail est parfois monotone ? Est-ce que ça t'arrive de t'ennuyer ? Non. Pas d'autre réponse. Ça a le mérite d'être clair. Et alors, stressé peut-être par ton activité de temps en temps ? Souvent. Ouais. Pas que de temps en temps, souvent. Bon, c'est un métier d'exigence, donc je n'ai jamais la boule au ventre. Ou très très rarement. La seule fois où j'ai vraiment stressé, ça a été ma première et pour le moment seule audience en correctionnel. Donc là, c'était du droit pénal, ce qui n'est pas ma spécialité à l'origine. Au moment du délibéré qui est dit à l'oral, j'ai réalisé que là, quand même, en plus, le client était venu avec sa femme et son enfant. Et donc c'était pour le prévenu, donc la personne qui risquait une sanction pénale. Et là, en fait, j'y suis allée pas dans l'inconscience de la chose. J'avais totalement conscience de ce qui se passait, mais
je n'ai pas voulu que l'enjeu me bouffe. Et donc j'y suis allée, j'ai plaidé, j'ai pris le dossier sans stress pour justement rester objective et voilà, arriver au résultat positif pour le client. J'ai eu la relaxe, mais au moment du prononcé, je me suis dit, mais mon Dieu, si j'ai pas la relaxe. Pour moi, j'étais tellement à fond, j'aurai la relaxe. Et puis au moment du prononcé, je me suis dit, oh, et si je ne l'ai pas, il est avec sa femme et son enfant, et si il repart menotté, mais comment je gère la situation, comment je gère l'humain derrière tout ça. Et bon, et le juge a dit relax, alors je pense qu'à ce moment-là, c'est peut-être la seule fois de ma vie où je pense qu'au fond de moi, je suis devenue une flaque d'eau. Ouais. Parce que tout est retombé, ça a été très dur. Voilà. Mais c'est vrai que t'as un métier avec quand même des gros enjeux oui. derrière, donc... Alors la plupart du temps, les dossiers que je peux avoir sont des enjeux financiers. Mais ça reste un enjeu pour une entreprise. Oui, tout à fait, un enjeu qui peut être colossal. Là, l'enjeu humain dans le droit pénal, je le croise peu souvent parce que j'en fais peu, mais mes amis et confrères qui en font beaucoup plus, je pense que le droit pénal, c'est le plus dur. C'est vraiment, à mon sens, le plus dur. Je leur tire vraiment mon chapeau. C'est un aspect du droit que je ne veux pas pratiquer trop souvent parce que j'ai peur voilà, du stress que ça peut... Voilà, ça bouffe l'esprit. Je pense que c'est vraiment quelque chose où on peut pas vivre sans penser au dossier ou au client tout le temps. Tout à fait, oui, j'imagine. Oui. Et est-ce que tu ressens une certaine solitude dans ton travail d'avocate parce que finalement, pour l'instant, tu travailles plus ou moins toute seule puisque tu n'es pas associée Totalement. Une très très grande solitude, effectivement. Surtout quand le problème arrive et puis il faut donner une réponse. Donc il y a beaucoup de stress autour de ça et de solitude. Mais j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. Le cabinet où j'exerce, on est plusieurs avocats. Donc je ne suis pas associée, mais on se voit tous les jours, donc je peux toujours poser une question si j'ai une question, et ça c'est pratique. Et puis ensuite j'ai mes amis, et notamment la communauté des docteurs en droit comme moi, qui ont passé une thèse, et avec qui j'ai passé beaucoup de temps pendant les années de thèse, et donc je sais que je peux envoyer un mail à n'importe lequel, poser une question à n'importe lequel, il me répondra tout de suite, ils ont toujours été disponibles pour moi, ou même les appeler, donc comme chacun en plus a sa spécialité que je connais, je les connais et on se connaît vraiment, donc je n'ai pas cette solitude à 100%, mais on se sent seul, on se sent seul, surtout qu'on est responsable. Mais c'est là encore une fois l'importance d'être bien entouré quand on travaille seul, de pouvoir quand même compter sur des confrères. Tout à fait. Totalement. Et alors comment tu occupes ton temps libre ? Alors, je mentirais en disant que je n'en ai pas. J'arrive à me dégager du temps libre parce que je pense que c'est un équilibre absolument nécessaire pour être justement bon dans la relation avec le client. Si on s'enferme dans son métier, on devient un robot. Donc ça, c'est... Voilà. Et alors, je l'occupe. Alors, j'ai des occupations créatives. Je me fais des petits bijoux. Voilà. Super. Voilà, j'aime beaucoup ça, merci. Ensuite, je passe aussi beaucoup de temps avec des amis, faire des soirées, boire des bons verres de vin rouge, parce que j'aime beaucoup le vin rouge. Et ensuite, et ça c'est vraiment ce que j'aime le plus et que jamais je laisserai tomber, c'est, j'espère, sauf si la vie me l'empêche, c'est les voyages. Avec mon compagnon, il est propriétaire d'un van aménagé. Et je me transforme en hippie le week-end. Oh, super! Voilà, donc on sillonne les routes de France. Génial. Oui. J'adore ça, on dort où on veut. Ah, c'est top. Comme on veut. Et souvent avec une vue. Donc, je n'ai peut-être pas une super vue depuis ma fenêtre de chambre, mais j'ai une vue exceptionnelle le week-end sur l'océan, la mer, la montagne, ce que vous voulez. Mais je m'éclate. J'adore ça. Et ce van nous a amenés dans des aventures. Alors, il a un petit nom. Il s'appelle Sullivan. Joli jeu de mots. Voilà, exactement. Surtout qu'il a son Facebook. Super. Voilà. Voir donc ça. On suit Livan. Et Sullivan nous a amenés dans des aventures absolument extraordinaires, et surtout extraordinaires avec les enfants de mon compagnon, qui étaient petits quand le van est arrivé dans leur vie, donc au début c'était compliqué, c'est une vie un peu particulière, la douche c'est dehors, à l'eau froide, il n'y a pas de toilette, voilà, c'est la vie dans la nature, et puis on dort
un peu dans des coins un peu reculés, donc ça peut faire peur. La première nuit, il y avait des loups. Il y avait pas de loups. Il y avait un chien, une bergerie, pas loin, certes, mais il y avait pas de loups. Bon, ça a été vraiment une expérience pour eux. Et aujourd'hui, mais ils adorent ça et ils vivent ça avec c'est une vraie aventure, en fait. Donc ça c'est mon temps le plus libre, le plus important. Super, c'est génial, j'adore. Et est-ce que tu as toujours eu envie d'être en profession libérale et d'être finalement ton propre patron? Ou est-ce que c'est venu plus tard par la force des choses à la suite de ton cursus? Un peu des deux. Je pense que j'ai toujours eu un esprit libre. Et je tiens ça sûrement de mes deux parents, mais aussi beaucoup de mon père. Et je pense qu'au fond de moi, ça a toujours été nécessaire d'être mon propre patron, d'être décisionnaire. Mais c'est la force des choses. Et de toute façon, c'est une profession où on est forcément en exercice individuel libre, donc libéral. Donc la profession ne m'amenait pas à autre chose. Après, on peut être associé, etc. Mais même si on travaille dans un cabinet associé, on a ses clients. Enfin, voilà. Donc on est patron. On est patron, on a une entreprise, entre guillemets, même si c'est une entreprise libérale, mais on a des clients, on a des charges et on doit tout gérer. Voilà. Donc tu as fait de longues études pour en arriver là. Est-ce que tu penses que malgré le fait qu'il faille faire de longues études, est-ce que tu penses que n'importe qui, entre guillemets, peut y arriver, ou qu'il faut quand même certaines qualités, être très bosseur, parce qu'il faut être prêt à faire de longues études qui, je pense, sont quand même assez difficiles. Quel est ton ressenti à ce sujet? Alors, je pense que tout le monde n'a pas la qualité à être avocat, dans le sens, alors sans élitisme nullement, mais il y a vraiment des choses profondes dans l'être de la personne qui doivent exister. Quelqu'un m'a dit récemment la question habituelle qu'on pose à l'avocat, et si c'était un violeur, un pédophile, est-ce que tu le défendrais? L'avocat est foncièrement pour la défense de la personne, parce qu'il y a toujours un être humain, en fait. Et cette vision-là, on peut pas, de facto, on peut pas l'avoir forcément. Enfin, il y a vraiment un ADN, quelque chose de profond chez l'avocat, qui peut se révéler avec les études, ou avec le temps, ou avec la maturité. Mais non, je pense que vraiment, l'accès à cette profession, tous ceux qui font du droit ne font pas avocat. Il y a énormément d'autres métiers. Il y a huissier de justice, alors on peut trouver ça affreux, mais en fait les huissiers sont très utiles dans le fonctionnement. Ils vont délivrer l'assignation, ils vont faire des constats pour constater qu'effectivement la fuite elle est là. Alors ils vont pas donner l'origine de la fuite, ils sont que huissiers, mais ils constatent, ou ils constatent que le local est fermé, que le bailleur a fermé le local, qu'il a muré les murs, et que l'activité commerciale ne peut pas continuer, voilà. Il y a greffier, il y a juge, évidemment, et puis il y a tous les autres métiers de juriste en entreprise extrêmement utiles, ou courtier en assurance, agent immobilier avec une expertise particulière, notaire, évidemment, clerc de notaire, voilà, donc toutes les personnes qui font du droit font pas avocat. Par contre, faire des études de droit, ça peut paraître très difficile, ça ne l'est pas tant que ça, parce qu'il faut pas forcément beaucoup de mémoire. Il en faut un peu, mais pas beaucoup. Il faut surtout avoir énormément de méthodes. Donc à partir du moment où on est quelqu'un d'organisé et de méthodique, et qu'on a un peu de mémoire, qu'on n'a pas peur de lire beaucoup de choses, parce qu'il faut, c'est vrai, se nourrir de beaucoup de lectures, de beaucoup de manuels, c'est extrêmement répétitif, les mots sont répétitifs, on n'invente rien, on utilise toujours les mêmes termes, c'est pas de la grande littérature, le droit, voilà. Mais si on a une capacité de méthode, ça n'est pas impossible. Mais voilà, il faut être méthodique. Vraiment méthodique. Super, merci de nous avoir éclairé à ce sujet, c'est super intéressant. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés, toi, dans ton parcours, ou pour en arriver là? Alors oui, puisque je n'ai pas eu le concours d'entrée à l'école d'avocat pour la première fois. Je pense que... Je n'ai pas vraiment rencontré de difficultés rédhibitoires. Rien ne m'a été empêché. Par contre, j'ai parfois sué sang et eau. Oui. Parce que, par exemple, la thèse, ça a été parfois très difficile. J'ai été très seule pendant mes années de thèse. Mon directeur de thèse était quelqu'un qui laissait une autonomie totale.
Conséquence de quoi, il faut savoir s'autogérer, voilà. Et il y a eu des moments vraiment de doute, de difficulté, d'interrogation, et j'étais vraiment seule. Et ça avait vraiment été compliqué pour moi. Après, s'il n'y a pas des échecs, il n'y a pas de réussite. Tout à fait, c'est ce que je dis tout le temps, je suis entièrement d'accord avec ça. Voilà. Donc oui, j'ai eu des difficultés, j'ai eu des échecs, j'ai eu une note qui n'était pas à la hauteur, ou j'ai raté un examen, ou j'ai pas eu un concours, mais j'ai pour autant réussi à faire autre chose, différemment, autrement, avec peut-être plus de travail, mais je l'ai fait. Et alors pour conclure cet échange, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux femmes qui aimeraient se lancer, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans une profession libérale, mais qui n'osent pas, qui ont des appréhensions par rapport à ça? Alors c'est ce que mes parents m'ont toujours dit, n'aie pas peur. La peur ne sert à rien. En fait, la peur, à part empêcher de réussir, c'est tout ce qu'elle sait faire, la peur. Par contre, faut pas être tête brûlée, il faut pas partir billet en tête avec ou sans réalité ou sans réalisme. Il faut s'entourer correctement. Voilà. Le vrai conseil qu'il faut donner, c'est s'entourer des bonnes personnes. Donc, avoir le bon conseil, d'abord avoir des gens bienveillants autour de soi dans sa famille. Ça, c'est déterminant. Il faut être, ou de ses amis, ou voilà. Avoir vraiment des gens bienveillants qui vous soutiennent, ça, c'est c'est vraiment important. Et ensuite, prendre les professionnels les plus experts dans le conseil qui va concerner son domaine, ou voilà. Un bon expert comptable, si possible un avocat pour, lorsqu'on a ensuite une société, faire des statuts ou choisir son commerce, et signer le bail commercial, s'entourer de bons conseils. Ça coûte beaucoup moins cher d'avoir pris conseil auprès d'experts que d'être parti un peu trop comme dans l'enthousiasme du moment, et ensuite avoir un pépin et devoir gérer le pépin qui aura des conséquences financières ou sur l'activité ou sur le commerce. Et là ça devient compliqué. Voilà. Donc ne pas avoir peur et s'entourer des bonnes personnes. C'est les 2 seuls conseils. Super. Que je donne. C'est que les miens. C'est ce qui ressort souvent de toute façon dans nos épisodes. Merci beaucoup Jessica pour ces bons conseils et pour avoir accordé de ton temps pour cet échange. Et puis à très bientôt. À très bientôt, merci. J'espère que cet échange avec Jessica vous a inspiré et vous a permis d'en savoir plus sur le métier d'avocat. Vous pouvez retrouver le détail de ses domaines d'intervention sur son site web dont je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Merci pour votre écoute et à bientôt!